Quand on est arrivé, on a un petit peu pavé la voie. Moi, je suis ingénieur de base, mais j'avais jamais essayé de faire de l'alcool chez nous, même pas de la bière. Là. La pandémie nous a amenés vraiment dans les top 3 ou 4 là, au Québec. Ouais, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Puis, je suis vraiment pas bon. C'est bon pour la santé, c'est ça que tu vas nous dire? Non, c'est ça. Là, en même temps, l'occasion d'affaires est là. On le sait pas, dans 2-3 ans, on sera peut-être plus aussi trendy. C'est juste que je buvais tout le temps, c'est pervers quand même. Pour une fois, là, j'avais fait le plan d'affaires, même si la conclusion est que je vais me tirer dans le pied. Ça marche pas. M'a trouvé une façon, puis m'a y aller. Mon but, c'est pas de faire de l'argent à court terme. Bienvenue au podcast Mets à la pâte, un podcast où on reçoit des entrepreneurs québécois qu'on connaît bien et qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit un entrepreneur qu'on voit un peu moins sur les réseaux sociaux, mais dont on connaît très, très bien les produits. On reçoit Dave Ricard, qui est propriétaire et cofondateur de la distillerie Les Appalaches, qui ont dans leur portefeuille notamment les gins Kepler, qui sont très, très populaires, qui ont une variété de vodka, de rhum, de prêt à boire, mais aussi de sans-alcool. Donc, ça va être super intéressant de voir cet univers-là. Ça a été fondé quand même assez récemment. Donc, comment ils ont fait leur place à la SAQ, mais aussi dans plusieurs foyers au Québec. Bonne écoute. Donc, Dave Ricard, bienvenue au podcast Mets à la pâte. Tu es copropriétaire, cofondateur de la distillerie Appalaches. Exactement. Merci de me recevoir. Je suis vraiment content de vous jaser aujourd'hui. On est super content que tu sois là, c'est ça. Puis distillerie des Appalaches, bon, peut-être qu'on le naming comme ça, mais vous avez dans votre portefeuille les gins Kepler, vous avez beaucoup de cocktails aussi prêts à boire, de la vodka, du sans-alcool. Fait que ça va être le fun pour nous d'explorer un peu tout ça. Puis ça fait pas tellement longtemps que vous avez parti ça. C'était en 2018, je me trompe pas? En 2018, juste avant la pandémie. Avec toute la naïveté du monde qu'un entrepreneur peut avoir. Là, on voulait révolutionner le monde du cocktail au Québec. Puis il y avait quand même un boom là, des microbrasseries qui avaient eu lieu quand même des années auparavant. Les distilleries sont embarquées un peu par après. Comment ça a été pour vous de dire, OK, on se lance là-dedans malgré qu'il y a beaucoup, beaucoup de compétition? Bien, c'est ça l'affaire, c'est que le plan d'affaires, on l'a lancé peut-être plus autour de 2017, là, après avoir eu une bonne idée avec mon associé du temps. De faire un rhum à partir de l'érable. C'était vraiment ça l'idée de base, finalement. Ce produit-là n'existe même plus aujourd'hui. Puis à ce moment-là, il n'y en avait pas tant de distilleries québécoises. Il y avait les microbrasseries, tu as raison, là, on le voyait la tendance, mais on pensait qu'on allait rentrer dans un marché avec 6-7 compétiteurs. Ben c'est ça, parce que le boom a eu lieu à quel moment dans ce cas-là? C'est autour de 2018, genre? En même temps que nous autres, fait que 2018, 2019. Fait qu'il y a eu plusieurs entreprises, parce que tu sais, clairement qu'il y a un temps, là, avant que le produit soit sur les tablettes, il y a une grosse portion de recherche-développement, j'imagine. Il faut, c'est ça. Fait qu'il y a eu beaucoup d'entrepreneurs québécois qui ont eu comme l'idée un peu en même temps. Oui, tout le monde envoyait leur demande à la Régie des alcools, puis la Régie nous a pas informé qu'on était genre 18 en ligne à attendre notre permis. Et puis c'est quoi les étapes pour lancer une ligne d'alcool? Tu parles de la régie, c'est quoi les étapes? Il n'y avait pas beaucoup d'exemples. Non, c'est ça. Fait que pour eux, là, de lancer des micro-entreprises comme ça, là, c'était complètement nouveau pour eux. Elles sont habituées de travailler avec les gros consortiums, les Diageo de ce monde, puis tout ça. Fait que quand on est arrivé, on a un petit peu pavé la voie, si tu veux. Là, on était un groupe, comme je dis, peut-être une quinzaine, 18 demandes de permis en même temps. Puis là, il y avait un inspecteur pour tout ça. Fait que c'est quand même long. Il faut t'attendre ton tour. Après ça, la commercialisation que la SAQ aussi, ils voulaient évidemment pas lancer 18 gins le même mois. Oui, évidemment. Fait qu'il fallait attendre ton tour aussi. Fait que c'est quand même assez long, je te dirais, mais on l'a fait, on avait tous des emplois en même temps. On l'a fait à temps perdu de soir, mais on était vraiment dédiés. Là. Ça prenait ça. Ça prend la... Ouais. Puis Dave, moi, je suis quand même un peu inculte au niveau de l'alcool. Je suis pas une fille qui boit beaucoup, fait que bon, tout le monde sait comment on fait du vin et tout ça, mais vous, les premières étapes, le premier produit, c'était un rhum que vous aviez en tête. Est-ce que vous l'avez produit vous-même ou c'était déjà à l'externe? Non, c'était nous-mêmes. Fait qu'on est allé chercher super rapidement. Là, en dedans de 3 semaines, 2 gars qui ont une bonne idée d'un voyage de sport. Hey, on va faire un rhum à partir de l'érable. Comme je disais, mon associé avait une compagnie de sirop d'érable un peu tanné d'être dans les commodités. Il voulait faire des trucs à valeur ajoutée. Fait qu'on a dit, c'est parfait, là, il y a un boom, les gens vont nous suivre. Puis je te dirais, 3 semaines plus tard, on avait trouvé un chimiste. Moi, je suis ingénieur de base, mais j'avais jamais essayé de faire de l'alcool chez nous, même pas de la bière. Là. Je pars de zéro. T'es ingénieur, quel type d'ingénieur? Électrique. J'ai travaillé, non, c'est ça, je suis loin de l'alimentation, mais j'avais travaillé dans des usines, par exemple. Ma force, gestion des opérations, tout ça, je connais. Là, fait que j'étais en mesure au moins de prendre ce volet-là. Puis le côté administratif aussi.
Mais ça nous prenait un chimiste, là, ça prenait quelqu'un qui était Absolument. en mesure de nous faire une recette. Fait qu'après 3 semaines, trouve le gars, on goûte à ses trucs, c'est déjà très bon. On achète les équipements, tu sais, naïvement. Là. Let's go, Comment on fait de vous l'alcool. l'avez trouvé? Vous n'avez pas mis une annonce sur Kijiji? Là? Des contacts. Tu sais, on était à Lévis, La Beauce, c'est un grand village. Fait que c'était un beauceron. On a trouvé quelqu'un dans fait Bellechasse. Bellechasse, à la limite de La Beauce. Bellechasse, mais c'est un grand village. On a entendu dire d'un gars qui avait été à l'Université Laval, qui avait fait des tests avec l'érable, justement, dans les labs de l'Université Laval dans le temps. Puis qui était en mesure de nous aider là-dedans. Fait que ça s'est fait naturellement. Vous achetez l'équipement puis vous mettez ça chez vous ou comment ça va partir? Oui, ça. Surtout ici, j'ai pas le droit vraiment de dire ça parce que c'est. La MAPAC va. Oui, exactement. Mais non, mais on début, a trouvé le local super rapidement. Okay. Honnêtement, ça a été ça. Ouais, on a trouvé un local, puis on s'est installé, puis la régie, même si j'ai dit qu'on avait attendu notre tour, ça a quand même. La première visite, ça a été quand même assez rapide. Fait qu'on. Il faut qu'ils nous endossent. Une fois que les équipements sont endossés, on peut commencer. C'est un long processus, mettons, justement, de se faire endosser. Faut qu'ils viennent plusieurs fois, l'inspecteur. C'est ça qui arrive plusieurs fois. Il va y avoir des petits correctifs à faire. T'sais. On partait d'un local neuf. C'est sûr qu'on l'avait mis alimentaire. T'sais, on se connaissait, comme je dis, mon associé dans le sirop d'érable, fait que les normes se ressemblent un petit peu. On travaille avec de l'alcool à 40 et plus. Fait que c'est sûr que c'est sanitaire en partant. C'est sûr qu'il faut nettoyer pareil et tout ça, mais les normes sont quand même atteignables. C'est un produit qui est périssable ou... Non, c'est ça. C'est le bon côté, là, à moins qu'on travaille avec la crème et autre chose. Mais dans notre cas, non, c'est pas périssable. Fait que de ce côté-là, on a réussi à atteindre les standards assez rapidement. Mais c'était un bon presque 1 an là, avant d'avoir une bouteille à la SAQ, là, presque 1 an. Ce produit-là, c'est quand même été à la SAQ? Oui, il était allé. Mais entre-temps, on avait compris, parce que dans notre tête, 6 mois de vieillissement en barrique pour un produit d'érable, un rhum, ça serait déjà en masse, puis ça serait bon. Puis on a voulu aller trop vite. Là. On était un petit peu petit gars dans notre rêve. Puis là, on s'est vite rendu compte que, OK, ça prend plus que 6 mois. On commence à faire un petit peu de prévisionnel. On va peut-être... C'est plus long que prévu aussi pour commercialiser avant que la SAQ le met sur les tablettes. On va sûrement manquer de gaz à un moment donné. On a quand même un bon fond de roulement. Mais on voit les sous commencer à diminuer. Il faut se payer un petit peu pareil. Moi, j'ai un autre emploi, comme je dis, mais... Notre chimiste, lui, est full-time dans la compagnie. Fait que ça prend autre chose. C'est comme quasiment vos salaires de vos autres emplois qui payent le chimiste. C'est à peu près ça. Je te dirais, on repompe de l'argent dans la compagnie pour essayer de générer un momentum. Mais on voit que ça ne roule pas à la vitesse qu'on veut. Puis là, évidemment, moi, je suis un consultant à ce moment-là. Je suis sur la route. Je goûte à des alcools un peu partout dans les hôtels quand j'ai une chance. Je vois les gins là, vraiment différents, là, les Hendrix et autres qui commencent à prendre le marché. On est loin de l'alcool de notre grand-père. Là, je fais comme, faut aller vers ça, là, quelque chose peut-être de plus fruité, plus funky. Mais trouve un soir un alcool, un gin fruité au bleuet. Je pense que ça venait du UK. Puis là, il finit par embarquer. Il fait, OK, c'est bon. Après une coupe de verre... ça tente. Ah ouais, là, tout d'un coup, là, j'ai retrouvé le petit gars. T'es un peu plus ouvert. T'as mis une stratégie. Oui, c'est ça. Puis c'était un soir dans sa cour avec le feu, les étoiles. Puis là, il y a comme quelque chose de magique dans le moment aussi. Là. Il y a quelque chose de magique. Puis le Kepler, avant que vous me posiez la question, parce que c'est toujours ça, voyons, pourquoi Kepler, là, tu sais, puis les étoiles, puis l'astronaute, ça n'a pas rapport dans le gin. C'est cette soirée-là, dans le fond, où j'ai fini par le convaincre que ça prendrait autre chose. Puis c'est là que ça a commencé à lever. Parce que si on était juste sur l'alcool d'érable, honnêtement, on serait même pas ici pour en parler. Oui, puis l'alcool d'érable, c'est ça, vous l'avez lancé là, dans les SAQ et tout ça, puis ça fonctionnait plus ou moins? C'est quoi? Vous produisiez une grande quantité où il n'y avait pas de demande? Ou... Un peu des deux. Je te dirais que s'il y avait eu une demande trop forte, on n'avait pas les capacités. Pas été prêt pour le prendre. Non, vraiment pas. On avait sous-estimé le processus. Okay. On pensait sortir 2-3 barils par mois, puis c'était pas le cas. Fait que, il y avait un problème, évidemment, de production. Mais il y a aussi l'évangélisation d'un nouveau produit. Tu sais, quand tu arrives le premier dans le marché, ou en tout cas dans les 2-3 premiers, un rhum fait avec du sirop d'érable, il n'y avait comme pas de catégorie à la SAQ pour ça. Ben oui. Fait qu'on se ramassait avec les autres alcools, là, la petite section dans le fond de ta SAQ que tu vas jamais. Moins intéressant un peu, peut-être. C'est ça. Fait que c'était un petit changer les habitudes de consommation des gens, ça doit être quand même quelque chose. Là. Les gens sont habitués, je sais pas, ça fait... Là, on parle, mettons, des générations peut-être un peu plus âgées. Je sais pas, ça doit faire 20 ans qu'ils consomment le même gin ou le même produit. Exact. Qu'est-ce qui va les amener à choisir un nouveau produit? C'est là qu'il nous a amené une stratégie parce qu'effectivement, tu es direct dessus. Tu sais, aller
convertir des gens qui sont vraiment ancrés dans leur mœurs, c'est très, très difficile. Fait que, notre stratégie, justement, a été d'arriver avec une marque de commerce beaucoup plus jeune, de convaincre les 20, 30, 40 qui, eux, allaient apporter ça dans les parties de Noël, puis aller chercher les 50, 60, les parents de ces gens-là. Fait que, au début, vu qu'on n'avait pas beaucoup de sous, ça a été beaucoup le bouche à oreille. C'est vraiment la génération des, je dirais, 25 à 40 là, qui nous ont vraiment servi la visibilité. Servi d'ambassadeur. Puis ça avait-tu été votre stratégie, ça? Parce que clairement, ça l'avait été pour Kepler, mais est-ce que ça avait été votre stratégie aussi pour le gin? Dirais-tu que... En fait, avec rétrospection, quand tu repenses à ce projet-là, c'est quoi qui a manqué? Est-ce que ça a été justement dans le lancement, mettons, côté marketing, communication ou production, comme tu le mentionnais? C'est d'arriver avec un produit pour lequel je pense que ton marché il est juste pas prêt. Sous-estimer le budget marketing que tu as besoin pour lancer vraiment une innovation, là, quelque chose qui est vraiment en avant du marché. 2, arriver avec un premier produit avec une image de marque qui est ultra sophistiquée. Une bouteille qui coûte cher. Là, on était en haut de 50 $. Si je me rappelle bien, au début, on était à 54 $ parce que nos coûts étaient quand même élevés pour un alcool d'érable. Du sport, les rhums sont faits avec de la canne à sucre, c'est pas pour rien. On s'entend qu'il y a de la canne à sucre. Il y a une grosse production mondiale. Oui, le cours des marchés va varier, mais ça reste quand même assez abordable et fixe dans le temps, puis on l'utilise à toutes les sauces. Sirop d'érable, c'est le meilleur sucre du monde. Je suis un ambassadeur. Il reste que ça coûte quand même plus cher à produire. Fait qu'il faut que tu penses à ça aussi. C'est pas très exotique pour le Québécois moyen, on va se le dire. Là, tu as un autre point, là, parce que ça, c'est jamais être maître chez nous qu'on dit. J'ai plus l'expression exacte, là, mais l'érable était beaucoup plus intéressante pour des importateurs. Donc, puis quand je regarde ce que Kevin fait encore aujourd'hui, la majorité de sa production, c'est l'Asie, c'est les Émirats arabes maintenant. Puis nous autres, il fallait quand même se faire les dents au Québec avant de commencer à exporter. Même si on y a pensé. C'est d'autant plus dispendieux d'exporter. Oui, ça rajoute des coûts, ça rajoute une complexité aussi au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Mettons, tu as un nouveau client aux Émirats arabes, mais là, on avait des problèmes au niveau de la production, on n'était pas stable encore, on commençait. Tu manques de stock après 3 mois, c'est fini. Là, ta chance est passée. T'exportes pour un client, ça te coûte quasiment le même prix exporté pour 50 clients dans ce coin-là, dépendamment de ta méthode de distribution. Là, fait que exact. C'est un peu moins rentable. Puis tu disais, vous vendiez votre rhum 54 $ versus les autres. C'était combien du rhum normal? Un bon vieux, je n'aimerais pas les marques, mais vous pensez au pirate, il est en bas il est à peu près 35 $. OK, fait quand même une bonne différence. C'est le prix. Puis est-ce que le gin, vous êtes venu plus égaliser dans les prix du marché ou vous avez été capable de quand même être plus cher, mais de le faire vendre quand même? C'est ça qui est arrivé, c'est que dans le gin, l'écart était peut-être un petit peu moins grand. Reste que les grandes marques sont moins chères. C'est encore le cas aujourd'hui, même si ça s'est amenuisé un petit peu, mais il y a encore un écart. Mais il y avait déjà des gens qui avaient commencé à taper la route pour nous, puis qui avaient évangélisé justement les gens, puis dit « OK, regarde, nous, notre gin, il est fait de telle façon avec des vrais fruits frais, des herbes du Québec. On encourage l'économie locale. » Fait qu'on a rentré dans le train au lieu d'en faire un autre à côté. Puis c'est bon ce que tu disais, dans le sens, nous, l'érable, tout ça, puis vous avez été peut-être un peu trop avant-gardiste ou avant le temps, puis il y en a beaucoup des entrepreneurs qui disent c'est pas à nous à dire à notre clientèle qu'est-ce qu'ils veulent. Il faut être réceptif de qu'est-ce qu'eux veulent puis leur offrir ça. Puis vous êtes rentré dans un chemin que les gens avaient déjà un appétit un peu plus pour les produits québécois, tout ça avec votre gin. Ça a été quoi votre premier produit qui vous a mis sur la map? Ça a-tu été votre premier gin que vous avez lancé après le rhum? Ou? Malheureusement, non. Ça a été assez pour vivre. Le premier gin était assez pour vivre. C'était le Kepler Dry. C'était un alcool, encore une fois. J'avais pas tout à fait compris encore. J'avais compris ma moitié. Quelque part, quand même. Il était pas fruité, celui-là? Il était fruité, mais pas assez encore. C'était comme le premier. Là, j'ai fait mes classes. Je suis arrivé avec du bleuet sauvage, du thé du Labrador. Mais tu sais, le gars, sa conception du gin était encore... C'est un alcool fort, il faut que ça goûte l'alcool, il faut que l'alcool soit présent. C'est un dry gin typique. On a gagné des médailles à Londres avec ça. On a gagné la médaille d'or au Gin Master. Avec votre premier gin, avec notre premier. Ça a gagné des médailles, mais ça ne gagnait pas le cœur des Québécois. Fait que là, à un moment donné, c'est là que la réflexion est vraiment arrivée de dire OK, on est capable de faire des trucs assez nichés qui plaît peut-être à une audience.
le UK boit du gin depuis des dizaines, des centaines d'années. C'est un produit qui est très populaire là-bas. Exact. À la base, c'était fait pour battre la choléra avec le tonic, puis ils mélangeaient ça avec le tonic. Bref. Ouais, ça, c'est un autre pan d'histoire, mais c'est quand même cool. Vraiment. Ouais, d'où vient le cocktail? Ça vient du UK, puis c'était vraiment un médicament à la base, mais ça a fini. Je pense le Coke aussi qui est un médicament. Ouais, je pense que oui. En tout cas, il y en a des produits de même qui ont été. Oui, quand on sait de où ça vient, après, tu fais OK, ça n'a pas rapport que tout le monde boit ça sur la terre, ça n'aurait pas dû. Fait que le UK sont vraiment habitués, c'est dans leurs habitudes de consommation. Au Québec, là, on a le palais sucré, puis on aime les choses qui sont goûteuses, salées, sucrées, puis qui prennent leur place. Fait que c'est là que la réflexion s'est faite. Oui, je regardais un petit peu les chiffres de qu'est-ce qui se vendait le plus à la SAQ, mais aussi, j'y étais comme all-in. On est dans la pandémie. OK, c'est dans la pandémie. Fait que mon 2 ans après que ça... Oui, ça a quand même pris du temps. Les 2 premières années, on sortait un 20-30 000 bouteilles. Ça peut paraître beaucoup. Mais quand tu regardes toute la montagne de taxes qu'on peut avoir sur les produits alcoolisés. La marge de profit est de quoi dans ce domaine-là? Je te dirais, j'ai pas de misère à le dire parce que c'est public, là, mais une bouteille qui va se vendre à peu près 40 à la SAQ, le producteur va avoir un 10-11 là-dessus. Fait que, dépendamment si tu es capable de contrôler tes frais. C'est quand même bien, là. C'est quand même pas pire. On a un quart à peu près de ce qui reste. Le reste, c'est des taxes, la majoration de la SAQ qui retourne au gouvernement. Écoute, c'est 1,4 milliard qu'ils remettent à chaque année. C'est vraiment beaucoup d'argent. Oui, quand même. Oui, fait que ça fait rouler, évidemment, l'économie du Québec, mais reste qu'à 11 la bouteille, c'est quand même un produit de prestige. C'est juste la bouteille, c'est quand même une bonne partie de ton coûtant. Puis c'est sûr que tu veux en mettre pour ton argent, pour l'argent du consommateur dans la bouteille aussi. Là. Mais oui, il y a moyen de le faire, mais c'est vraiment du volume. Quand tu veux faire affaire avec la SAQ, c'est une bonne idée. Puis que tu dis, OK, je vais faire un alcool de Camerise qui va plaire à 0,5 de la population en Beauce dans tel village. Ça va être dur d'être rentable. Ça va être dur parce que la structure n'est pas faite pour ça. Elle est vraiment faite pour le volume. C'est quel produit qui vous a mis sur la map finalement? Parce que maintenant, à Kepler, vous êtes très, très populaire auprès des générations plus jeunes, j'ai l'impression. Fait que là, c'est là l'affaire de la pandémie. Je suis comme, OK, là, il faut pogner le next step. On est sur un plateau, ça ne lève plus. Pandémie veut dire gens à la maison qui n'ont pas grand-chose à faire. Plusieurs avaient effectivement un pas pire budget qui rentrait. Fait que comment on arrive à aller chercher ces gens-là à la maison qui n'ont peut-être pas envie ou qui ne sont pas des mixologues, qui n'ont peut-être pas envie de faire un cocktail là, super élaboré, mais qui ont du temps, puis qui veulent avoir de quoi qui va peut-être être un petit peu meilleur qu'un gin tonic classique. Fait que chez nous, j'ai genre à peu près tout ce que vous pouvez imaginer de mon frigo, là. Sur le comptoir, des fraises, j'ai tout. Là. J'ai de la rhubarbe, des fraises, je sors tous les trucs congelés de l'été. On est à peu près au temps des fêtes. Puis j'essaie des trucs. J'ai plein de pots maçons avec des concentrés d'herbes, de fruits. Puis j'arrive justement, là, j'ai un peu vendu le punch, mais j'arrive avec un truc, fraises, rhubarbe. Dans ce temps-là, il n'y avait pas la petite algue parce que dans notre gin bord de mer, je vais finir par le nommer, il y a une algue qui vient de la Gaspésie. Fait qu'il y a vraiment un plongeur, Antoine Nicolas, qui va faire ça été comme hiver, chercher les algues dans le fond. Fait que ça donne un petit côté salin qui est vraiment différent. C'est tellement cool. Puis, dans le fond, on avait des concombres aussi. Mais là, depuis ce temps-là, on fait affaire avec Tundra là, au Saguenay. Dans le fond, c'est des serres à n'en plus finir. Puis, ils ont souvent des concombres qui sont un petit peu croches. Qui ne rentrent pas dans le rack chez ton épicier. Fait qu'eux, ils nous envoient tout ça. Fait qu'on réutilise ça pour faire le gin. Fait que, tu sais, c'est notre gin, honnêtement, le plus québécois, là, fraises, rhubarbe, concombre, puis les petites algues de la Gaspésie. Tu peux pas avoir plus québécois que ça. Puis là, ça devient un succès populaire comme instantané. On lance ça l'été d'après, puis là, c'est comme, là, on est parti. Juste le fait d'être ces tablettes, ça a été un succès, pas de... Oui, je pensais avoir besoin. Puis là, on commence à comprendre la game. Oui, c'est ça. On commence à comprendre la game que tout dans une SAQ est achetable. Là, une allée est achetable, une dégustation, une pancarte en avant. Tu peux tout acheter. C'est juste qu'il faut toujours tu penses à ton coûtant au bout de la ligne. Mais cette fois-là, presque pas. C'est vraiment du bouche à oreille, un petit peu là, de médias trad, mais puis de réseaux sociaux, évidemment. Oui, ben c'est ça. Puis ça m'intéresse vraiment beaucoup parce qu'il y a le côté marketing. Puis vous, ben déjà, de base, l'endroit où vous vendez, j'imagine, c'est dans des festivals, dans des restaurants, bars, puis SAQ, il n'y a pas d'autres possibilités, ben. Non, puis je te dirais qu'à ce moment-là, tu sais, les festivals, c'est quand même des bons frais d'entrée. On n'avait même pas le volume pour être en mesure, là, tu sais, de commanditer
un festival. C'était vraiment SAQ qui était comme. Oui, c'était vraiment SAQ. Sinon, on faisait des petites foires là, alimentaires, ces trucs-là. Là, tu arrives avec ton kiosque. C'est le bout où Dave n'existait plus. Là. Il était du lundi au vendredi, ça prod la fin de semaine dans les foires alimentaires. Mais il faut que tu le fasses. Je pense que c'est un passage obligé. Aujourd'hui, on en fait moins. C'est plus, comme on disait, là, dans des gros festivals. C'est le FEC festival puis tout ce qu'on a dans le coin. J'imagine qu'à ce moment-là, quand ça a décollé, fait que là, on est rendu à l'été 2019. Oui, je peux pas voir avec les dates, mais là, on est rendu 2000. Le bord de mer 2020. 2020. Oui, 2020. Okay. On a réussi à passer la pandémie. Dans le fond, la pandémie nous a amenés vraiment dans les top 3 ou 4 là, au Québec. Oui. Au niveau des gins. Ouais. Puis c'est là où on a réussi à avoir notre statut de régulier. Ça, c'est pour un distilleur, le statut régulier, là, c'est la mecque parce que là, tu sais que ton produit est distribué dans tout le réseau SAQ. Okay. Oui, tu as encore besoin évidemment, de nourrir la machine puis d'acheter des promotions, mais il reste que là, le volume est pas mal garanti. Ah, ben là, c'est clair. Ouais. Puis est-ce que c'est quelque chose que, tu sais, vos prêts à boire, mettons, est-ce qu'ils sont en dépanneur? Est-ce que c'est quelque chose que... En dépanneur, on n'a pas le droit. Puis on y a pensé. Pourquoi vous n'avez pas le droit? Parce que ça, c'est une vieille loi qui remonte à la prohibition, là, les années 20, mais depuis qu'ils ont créé la commission des liqueurs, il y a vraiment une segmentation qui s'est faite entre les alcools à base de grains, comme ce qu'on fait. Fait que nous autres, c'est nos vodkas, nos gins, l'alcool qui se retrouve à l'intérieur, c'est un alcool, nous, c'est du maïs, qui a été purifié jusqu'à 96 pour enlever toutes les impuretés, puis qu'on ramène après ça dans la canette, évidemment, c'est pas à 96, non. Là, on est à 5 on veut quand même vous garder en vie pendant les festivals. Oui, qu'on en consomme 2-3. Voilà, fait qu'on est à 5 à 7 mais qui va être ramené. Fait que ce procédé-là, la SAQ a tous les droits de distribution au Québec. Il y a juste la SAQ qui peut le faire. Fait que les cocktails qui sont dans les dépanneurs, c'est qu'ils ne sont pas faits à base de grains, c'est ça? Ils vont être faits à base de grains, mais c'est un procédé qui va ressembler beaucoup plus à la bière. C'est vraiment technique, mais ça va être de l'alcool de malt. Fait qu'elle ne sera pas purifier cet alcool-là jusqu'à 96 %. C'est qu'on va faire une bière assez forte. On va venir concentrer, si tu veux, l'alcool qu'il y a dedans en enlevant l'eau, tout simplement, au lieu de faire il n'y a pas de distillation, en fait. Fait que quand vous voyez, mettons, votre produit préféré de grande marque, il y en a un à l'épicerie, puis il y en a un à la SAQ. C'est pas le même produit. Recette, exactement. C'est pas la même recette. Peut-être pour ça, vous voyez. Puis est-ce que c'est une part de marché, puisque vous êtes une distillerie quand même, mais est-ce que c'est une part de marché que vous aimeriez exploiter dans le futur? On y a pensé plusieurs fois, puis tu sais, il n'y a pas de... Pour l'instant, on est sur une position qu'on veut garder la notoriété de la marque Kepler très forte. L'alcool de malt, c'est vrai que c'est moins cher, puis ça rouvre un gros... C'est sûr qu'au niveau du volume, on serait encore plus connu, puis ça nous amènerait une notoriété et un nouveau réseau. Mais on voulait s'assurer que les gens perçoivent encore la qualité de nos produits. Tu sais, ça fait quand même... Les canettes, c'est notre 3e année. Là, tu sais, c'est quand même assez récent. Fait qu'on veut garder justement ce feeling-là de luxe qui est associé à un alcool de grain qui a été purifié puis qui est vendu à la SAQ. Il y a aussi notre relation avec la SAQ. Tu sais, on a lancé les sans-alcool dernièrement, uniquement en SAQ. Oui, parce que ça, vous pourriez les vendre en dépanneur. Totalement. Mais là, pour l'instant, on essaie de vraiment bien entretenir cette relation-là. Puis peut-être à un moment donné, il y aura des produits sans alcool ou alcoolisés en épicerie, mais pour l'instant, on se concentre vraiment sur la SAQ. Est-ce que, j'imagine, ils ont des représentants de vente dans la structure SAQ? Est-ce que vous êtes bien accompagné par... Parce qu'il doit avoir justement un département de vente, un département de marketing. Ah, c'est sûr. Ils vont solliciter, mais je te dirais... Font-ils des projets avec vous? Mettons que tu as une idée folle, ils vont-ils embarquer? Oui, on l'a fait justement avec la Rétrofit. Oui. Cet été, on les a proposé William Cloutier comme ambassadeur. Puis William a bien représenté la marque. Ils ont fait de la place sur le web pour eux, des petites stories, une vidéo, etc. Fait que, ils sont de plus en plus ouverts à ça parce qu'ils doivent s'adapter eux aussi. Ils le voient à quel point, avant ça, la SAQ était comme n'importe quelle entreprise, investissait beaucoup dans les médias trad, on les voyait à la télé, des pubs tout le temps. Là, je pense qu'ils s'aperçoivent, comme tout le monde, que le retour sur l'investissement est peut-être un peu moins là. Fait que même eux vont mettre de l'avant des influenceurs maintenant pour aller chercher le Gen Z un peu plus. Fait qu'ils rentrent là-dedans maintenant. Est-ce que la machine est complètement rodée pour ce nouveau canal? Je te dirais, écoute, c'est encore en développement, mais on voit que l'effort est là puis que la volonté est là surtout. Et est-ce que vous faites encore tout
in-house dans la production ou c'est dans des usines de production? J'ai laissé aller le bébé cette année. Ah oui? Vous avez extériorisé parce le que procédé? Moi, je suis dur à trouver sur les réseaux, puis votre équipe me l'a dit. Puis c'est vrai, je me suis jamais vraiment fronté. Je fais des petites vidéos de temps en temps, surtout au début, je te dirais, pour justement communiquer ce qu'on fait, puis tout. Depuis ce temps-là, je me suis un peu caché derrière un personnage qui est notre capitaine K, qui est l'astronaute sur nos bouteilles, puis je le faisais parler au lieu de moi me montrer la face, puis ça a bien fonctionné. Fait que je voyais pas pourquoi changer la formule. Mais dans la dernière année, ça marchait plus. Là, on a pris trop d'expansion. J'étais plus en mesure de faire autant de posts puis de m'occuper vraiment des commentaires puis tout. Fait que là, on est allé chercher une boîte de com cette année. Puis honnêtement, oui, ça augmente la qualité, évidemment, des visuels. Puis aussi la fréquence, on ne se le cachera pas. Là, on est beaucoup plus régulier, plus structuré qu'avant. Plus structuré. Mais quelqu'un qui c'est son objectif premier versus toi, par exemple, qui fait ton travail, puis une fois de temps en temps, c'est vrai, il faudrait que je crée X, Y, Z. Ouais, ma gang était bonne pour me le dire, là, parce que c'était comme un peu mon dada, puis c'était comme, t'es encore drôle, Dave, là, c'est cool tes petites aventures, mais tu le fais une fois par 2 mois, s'il vous plaît. Tasse-toi. Pour la fréquence. Mais pour la production de l'alcool, de vos prêts à boire, tout ça, est-ce que vous le faites encore vous-même? L'alcool, on a tout gardé. Pour ce qui est des canettes, les recettes, c'est nous. Mais pour l'encanage, là, le volume était rendu vraiment élevé. Fait qu'on fait affaire avec un sous-traitant à Montréal. On est resté au Québec. Là, c'est le plus gros sous-traitant qui est dans les mêmes bureaux en plus que la SEQ. Fait que c'est merveilleux. Notre stock sort d'une porte, rentre dans l'autre, puis on est rendu à la sac. Fait que il faut s'entourer aussi à un moment donné, parce que là, l'explosion des bouteilles, on a passé de 30 000 l'année après le bord de mer, on était à 80 à peu près, mais c'était encore gérable. Pas 3 en un an? Oui, non, mais c'était la pire année, là, je te dirais. Ma famille. Ah oui, mais ma famille était plus capable. Là, à toutes les semaines, je les appelais pour embouteiller parce que j'avais besoin de bénévoles. De monde de plus. Ah oui, c'était débile. Là. Les amis, j'ai pas perdu d'amis, je pense pas en tout cas, là, mais ça a été quand même une grosse année. Oui, exact. Fait qu'on payait la pizza. Là, fait qu'on était correct, ça nous a aidés, honnêtement. Ah mon Dieu, c'est bon. Élise, elle me dit avant que tu arrives, elle dit moi, j'aime tellement leur. C'était quoi le prêt à boire? Rétrofit. Non, attends, c'est pas un prêt à boire. C'est votre nouveau produit. Tu peux nous en parler? Ça a sorti cet été? Ben ça, puis elle me parlait justement, c'était tellement populaire, ils en ont manqué cet été, puis tout ça. Puis est-ce que la ligne de production, assurer une stabilité dans les tablettes, c'est un défi qui est récurrent ou d'habitude c'est quand même stable? Oui, j'ai comme une espèce de routine où, je vais dire à mon staff, à tous les 5-6 mois, la vague est passée, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Là, vous allez avoir 2-3 mois, ça va. Puis, je suis vraiment pas bon parce que ça revient tout le temps. Fait que c'est un cycle. Puis, là, tu vois, je m'attendais à avoir vraiment beaucoup d'un certain produit cet été qui était une canette à base de tequila, parce que la tequila est vraiment en train de monter. Ça a bien été, mais finalement, le gros hype a été vraiment sur la rétrofit que j'avais sous-estimé. Fait que, on a fait x4 les prévisions. On a déjà fait du x2, x3, mais x4, là, on a atteint un autre niveau. Là. On avait vraiment bien stocké, puis on a quand même manqué de bouteilles. Fait que on est désolé si vous n'avez pas trouvé votre bouteille dans les 2-3 dernières semaines. C'est vraiment cool, puis c'est vraiment un beau problème. Tu sors un produit absolument au bon timing, parce que clairement, vous l'avez sorti au début de l'été. Puis là, la compétition, eux, ont cessé de vendre au Québec. Fait que vous avez comme été le premier à... Tu sais, des fois, c'est ça. C'est quoi, tu dis la compétition? C'est quel type d'alcool? Dans le fond, c'est Sourpuss, qui est un peu la même chose. Oui. Mais c'est un produit similaire à ça que vous avez sorti? C'est un produit similaire. C'est une liqueur surette qui se prend super bien en shooter. Là. On se le c'est cool, pas, parce que un shooter de 40%, ça ramasse versus de la rétrofit. Tu peux en boire plus, t'amuser plus ou en boire plus longtemps. T'es en train de me dire que ma soeur, depuis toutes ces années, me trompe en me disant un shooter, c'est juste du fort, mais le monde ne font pas ça, genre? Pas tout le temps, ça peut être moins un peu, parce que si je ne me trompe pas, c'est quoi? C'est 18 ou 20%? Fait que je suis désolée pour les fins de soirée que tu te rappelles plus, mais t'es pas obligé de prendre des shooters à 40. J'ai toujours pensé qu'un shooter, c'est comme du 40%. Non. Non, mais le shooter de liqueur, c'est le meilleur des mondes. Mais oui, t'es à 15%, ça goûte fruité, tu goûtes pas vraiment l'alcool, c'est une belle expérience, là. Tu t'en rappelles de ta soirée, à moins vraiment que tu abuses. C'est sûr, si tu prends la bouteille, on parle de modération aussi. Oui, c'est ce qui arrive. Puis ça, tu dis, on l'a lancé, on a manqué. C'est quoi le temps de production? Est-ce qu'à chaque semaine, ça produit? Fait que
tu augmentes la quantité ou tu as produit une fois puis tu vas juste en reproduire dans un mois? Ben ça, c'est aussi le changement qu'on a eu. Puis on revient à mon alcool d'érable au début où notre temps de cycle, c'était 1 mois de production, puis après ça, du vieillissement. T'sais, là, on était vraiment dans un cas extrême, le vieillissement, 1 an et demi environ. Fait que là, le temps avant que tu dépenses ton argent, puis le temps que ton retour... ta première bouteille, c'est long. Tandis que là, on a quand même pensé aussi à ça dans tous les nouveaux produits qu'on a fait. On fait des produits quand même, comme on disait, avec des ingrédients québécois. Moins d'additifs aussi. On parle de la rétrofit. Là, si vous regardez en arrière de votre bouteille du compétiteur, il y a plein de gommes, de trucs puis de patentes. On n'a pas été là. On a essayé de garder ça le minimum d'ingrédients possible. Fait en plus, c'est un petit peu plus... c'est bon pour la santé, c'est non, c'est ça. Là, tu voyais que je suis en train de me parler dans ma tête. Je peux pas dire bon pour la santé, c'est de l'alcool. On va dire ce que c'est. Mais quand même, on essaie de toujours... Moins d'éléments nocifs, peut-être. Voilà, c'est tous des produits qui sont majoritairement québécois que vous utilisez dans la confection de vos recettes? Oui, le plus possible. C'est sûr que les bouteilles, encore, si on regarde l'emballage, les boîtes sont faites au Québec, les étiquettes sont ici aussi. Fait qu'on essaie toujours d'encourager des compagnies locales. Les bouteilles, malheureusement, on n'a pas encore... Il y a des compagnies qui existent, mais qui vont produire, mettons, pour des bouteilles de bière pour Corona, mettons. Fait que, c'est des volumes qu'on n'a malheureusement pas encore atteints. Mais la journée où on va atteindre... là, on est à peu près... Cette année, on vise 400 000 bouteilles quand même. Wow. La journée qu'on va atteindre le million... Là, ça, c'est les bouteilles de gin ou toutes bouteilles confondues? Toutes bouteilles confondues. Okay. Mais 400 000 dans une année, c'est sûr que ma gang, elle regarde le chiffre là, puis elle fait comme « OK, Dave, t'as-tu été un petit peu trop fort cette année peut-être? Là? Peux-tu arrêter de lancer des produits? » Mais en même temps, l'occasion d'affaires est là. On ne le sait pas. Dans 2-3 ans, peut-être la SAQ va dire « OK, on en a assez, puis on sera plus... Il y a l'effet mode. Là. On sera peut-être plus aussi trendy qu'on l'est en ce moment. Fait qu'il faut y aller. Là. Ça fait partie de vos stratégies d'affaires, j'imagine, de sortir des nouveaux produits fréquemment? Oui, garder l'intérêt élevé. Puis quand tu refais ta visite, peut-être que oui, la bouteille de bord de mer qui est rendu ton classique dans ton bar, que tu renouvelles à chaque fois, va être là, mais tu vas peut-être être tenté aussi par une nouveauté qu'on... Oui, puis on regarde les ventes. C'est sûr que la journée où les ventes commencent à se... Là, je vais peut-être manquer le mot, mais cannibaliser. Oui, je l'ai eu. Quand ça commence à se manger entre eux, ben là, il faut peut-être penser à une autre stratégie, mais tu sais, on n'a pas atteint encore ça dans plusieurs des catégories de produits que je vous ai parlé. Puis nous, en restauration, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est des LTO qu'on appelle, des produits qu'on va mettre sur le menu pour une saison, quelques mois. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites ou tous les produits que vous lancez, vous les laissez sur le marché? Pour l'instant, c'est des produits qui ont bien fonctionné 12 mois par année. Il y a une saisonnalité, fait qu'on n'a pas senti le besoin de faire ça. Le bord de mer, au départ, c'était supposé d'être ça. C'était un produit à la fraise estivale, bouteille rose, c'était supposé être flashy une couple de mois. Ça a tellement marché que finalement, on l'a gardé. Par contre, il y a certains produits que je ne peux pas parler, là, mais qui est quand même... On pense le faire là, dans les prochains 12 mois. Comme des produits... quelques mois, puis quelque genre chose d'exclusivité. Oui, sans dire quoi, mais quelque chose qu'on boit, mettons, juste au temps des fêtes. Là. Très excitant, j'ai bien hâte de voir. On travaille là-dessus. Là. Cool. Puis, mettons, tu dis, là, on travaille là-dessus. Tu fais une production, c'est le nombre de bouteilles. C'est ce qui est ça. Tu produis ça à chaque semaine, le même produit? C'est vrai que je n'ai pas répondu à ta question. Oui, mais pas dans ce cas-là. Dans ce cas-là, ça serait une batch, puis on la vend au temps des fêtes. Janvier, c'est terminé. Fait que si la bouteille est là, tant mieux, vous pouvez en avoir une. Après ça, il n'y en aura plus. Mais si vous regardez les produits qu'on a présentement, oui, on reproduit. C'est assez impressionnant. Là. La cadence, c'est sûr, 400 000, c'est comme un chiffre comme ça lancé, mais ça donne 1 à 2 camions de la SAQ, une vanne par semaine là, qui vient chez nous, prendre les palettes, remplir le camion. Fait qu'on parle d'une 20aine à une 30aine de palettes là, par semaine. Fait qu'il faut produire à chaque semaine. On a un entrepôt, mais c'est pas suffisant. Il faut le nourrir. Puis est-ce que tu vois, la SAQ, tu sais, ils ont combien de points de vente? Un petit peu plus que 400. OK. Puis est-ce que tu vois des comportements démographiques, disons, dans les grandes villes, c'est plus tes petites d'alcool, dans les tu as accès à ces données-là? Je vous ai écouté, puis tu sais, ce que vous semblez vivre un petit peu dans la restauration, c'est la même affaire pour nous autres. L'île de Montréal est un monde en soi. Là, oui, dans l'alcool aussi? Oui, c'est la même chose. C'est plus hétéroclite, tu sais, des gens qui ne consomment pas nécessairement les mêmes choses, puis c'est vraiment... la restauration, les bars, évidemment, vont leader un petit peu plus le marché. Fait que s'il y a un cocktail qui devient super populaire dans un restaurant trendy en plein centre-ville, ben, tu as des chances pendant ces mois-là, du moins le temps qu'il est sur la carte, à vraiment faire des belles ventes. Mais c'est plus difficile à percer que le reste du Québec. Je
Je me pointe dans une radio locale au Saguenay. Le lendemain, je vais voir mes ventes. C'est comme clac, on le voit tout de suite. Les gens sont plus réceptifs. Puis Montréal, ben, comme dans bien d'autres marchés, on dirait que c'est plus segmenté, c'est plus difficile de faire. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de produits de l'international qui doivent être consommés. Hein? Ah oui, c'est vraiment plus. Tu as raison. La part du Québécois est un petit peu moins forte. C'est fou parce qu'il y a quand même une grosse communauté culturelle très importante à Montréal, mais il y a aussi beaucoup de. À beaucoup de places, la culture un peu se perd, puis on le voit par rapport à la langue. À chaque fois que je vais sur l'île de Montréal, je suis surprise quand je rentre, mettons, dans une pharmacie, une épicerie, puis la caissière me parle en anglais, puis je suis comme, mon Dieu. Fait que ces gens-là consomment de la télévision, des médias traditionnels, des réseaux sociaux en anglais. J'imagine le marketing anglophone des compagnies québécoises est moins présent, voire inexistant. Là. Ben, on en a moins intéressant pour un anglophone, peut-être. Ouais. Moi, je suis un gars de test. Tu peux toujours... Oui, l'analytique est important. Les données, il y en a disponibles. On voit les données de vente de nos concurrents, même. C'est quand même bien là, avec la SAQ. Ah oui, c'est public. Oui, fait que tu es capable de t'ajuster. C'est un bel outil. C'est un très, très bel outil. On peut s'y perdre. J'ai des beaux vendredis soirs devant mon ordi. Tu peux voir ce produit-là à Montréal, dans les SAQ, ça se vend très bien. C'est un petit peu plus compliqué pour voir par région, mais je suis au moins capable de voir l'évolution, quel produit qui fonctionne d'une période à l'autre. Fait que ça nous donne quand même des bons outils pour conceptualiser. Les entreprises ont accès à la même chose. Des entreprises qui vendent là, dans leur boutique directement ont accès aux mêmes données que, mettons, moi, si je faisais une recherche ce vendredi. Nous, on a des données qu'on peut acheter dans le fond. On a plus de données. Oui. On est quand même capable d'aller chercher quand même les données de vente, comme on disait. Là, mettons, ça vous donne un petit coup de main? Oui, c'est sûr. Ça veut pas dire que même si tu sors un 8e gin au bleuet, parce que les gins au bleuet fonctionnent, que tu vas avoir un succès, parce que justement, peut-être ton segment il est saturé, mais justement, ça te permet de voir un peu où ce que les clients vont. Mais pour Montréal, excuse-moi, j'ai oublié la question, le TDA. Non, mais c'était de savoir, c'est ça, dans les différents secteurs démographiques du Québec, est-ce que vous voyez une différence? Puis tu as dit, à Montréal, nous, c'est moins au rendez-vous. Puis est-ce que tu es capable de voir, mettons, que en Beauce, c'est plus les cocktails versus le gin, tu sais. Oui, totalement. Je vois une tendance, puis c'est pas, tu sais, mettons, la rétrofit, je vois que c'est effectivement des régions qui sont quand même réputées pour leur party. Fait que Saguenay, Beauce, là, c'est comme, wouh, OK. Fait que plus en région, mettons. Oui. Puis dans les autres villes, c'est plus. Ça marche quand même, mais tu sais, quand je regarde, mettons, mon top 10 des succursales SAQ qui performent, ça va être souvent dans ces régions-là en ce moment. On est très fort dans. La ligne Québec, Saguenay, Beauce, c'est vraiment. Bas-Saint-Laurent est bon aussi. Là. Moi, c'est tout le temps là que je vais à SAQ, c'est tout le temps là qu'il n'y en a pas. Allez, ça vient de Saguenay, hein? Oui, mais j'en ai pas trouvé au Saguenay. Oui, puis pourtant, je pense, si je me trompe pas, Jonquière est encore numéro 1. Pour vrai, ça me fait vraiment rire que tu dises ça parce que quand je suis là, parenthèse, OK, tranche de vie, je suis allée au Saguenay, puis je voulais en acheter pour. Bon, on avait une fête avec des amis, fait que j'étais comme, je vais lui faire goûter mon produit favori. Puis là, je suis allée au Saguenay, puis ils m'ont dit, hey, on n'a pas, mais si tu veux aller de virage à Jonquière, ils se sont vraiment bien stockés. Voilà. J'étais comme, crime, on va vraiment pas là, mais comme, ils sont bien hot, eux autres. Fait que là, ça veut dire que ça, c'était vraiment un bon marché, là, SAQ de Jonquière. Merci à Jonquière. J'ai pas parlé avec le gars. Ils ont vraiment vu comme le potentiel, puis ils s'en sont stockés beaucoup. Totalement, puis ça marche. C'est ça. C'est une relation comme ça de confiance. Si nos produits fonctionnent bien, oui, clairement. Les directeurs des SAQ, parce que chaque succursale est indépendante. C'est sûr que des fois, ils ont ce qu'on appelle des push. Fait que, on peut payer pour, mettons, distribuer le produit dans 200 succursales quand on fait un lancement. Mais s'il n'y a pas de push, chaque directeur de succursale. Décide qu'est-ce qu'il achète? Oui, un peu. Il y a une plano. Fait que, 10 gin, 5 rhum, mais c'est quand même lui qui décide. Quel produit il va y avoir. Exact. Fait que, ça, il y a un côté humain. Puis c'est pour ça qu'on fait encore l'agence. On n'a pas d'agence pour les succursales des SAQ. C'est encore notre gang qui fait des appels, qui se déplace pour aller rencontrer les gens, parce que la relation de proximité est super importante. Puis d'une certaine manière, en même temps, le directeur de la SAQ sur place connaît mieux sa clientèle qui est autour, tu sais. Ben oui, ben oui. Versus se faire pousser du stock. C'est une jase. Puis à chaque fois qu'on fait, mettons, on a lancé la rétrofit justement au début de l'été, je m'en vais leur présenter le produit, ils trippent. Mais en même temps, moi, ça me donne une occasion d'aller chercher un peu le pouls du marché. Qu'est-ce que tu vends pas mal? Toi, c'est comment ça se passe? Puis souvent, les idées viennent de là. Pas beaucoup. Là. Puis est-ce que c'est vous qui êtes responsable de la formation du staff dans les SAQ par rapport à vos produits? Ou oui, comment? Totalement. On n'est pas une grosse équipe, mais c'est nos reps qui vont en même temps former les gens sur comment on peut utiliser le produit, puis c'est quoi les petits cocktails.
on n'est pas des mixologues dans l'âme, mais reste qu'on connaît bien nos produits. Puis quand on conceptualise un produit, on essaie toujours au moins de trouver 2-3 cocktails faciles à faire là, que les gens vont pouvoir... Oui, évidemment qu'un rhum, tu vas faire un rhum and coke, mais encore, là, y a-tu quelque chose que tu peux faire? Plus original peut-être. C'est important. C'est important de se démarquer, effectivement, aussi. Là. Et comment le sans-alcool, vous l'avez lancé en quelle année? Le sans-alcool, on a commencé à expérimenter avec ça, ça fait quand même une couple d'années. Le gin sans-alcool Alphonse, qu'on avait fait en l'honneur de Alphonse Desjardins à Lévis, parce que semble-t-il qu'il ne buvait pas ou il buvait très peu comme toi. C'est pas clair dans les livres d'histoire, mais en tout cas, il ne buvait pas souvent. Fait qu'on avait fait ça pendant la pandémie. Mais c'est une belle... c'est hot, le nom de... Oui, je trouve ça cool. C'est bien original. J'avais même appelé chez Desjardins, mes anciens patrons, puis disaient, pensez-vous que c'est correct? C'est un sans-alcool. Je pense pas qu'ils auraient dit oui pour un produit alcoolisé, puis on comprend, c'est l'image. Mais ils ont dit c'est correct. Fait qu'on a fait un sans-alcool, puis c'est un produit en bouteille. C'était encore une fois, comme mon rhum à l'érable au début de sirop d'érable. On était vraiment en avant de la... Ouais, on était... Il y avait un produit international qui commençait à prendre le marché. Fait qu'on s'est dit, bon, avant qu'il y ait d'autres Québécois qui se lancent là-dedans, on va le faire. Ça a quand même fonctionné. La SAQ l'a pris, on en a vendu, mais c'est sûr qu'on avait un consommateur sur 4 qui ne comprenait pas le produit, qui achetait ça et qui se disait, je vais le caler à la bouteille, puis ça va être comme un gin, car c'était vraiment une base pour faire des cocktails. Ouais. Fait que c'était peut-être pas le bon format, je te dirais. Là. Puis là, on le voit aujourd'hui, il y en a à l'épicerie là, de ce genre de boissons-là. Puis c'est pas ce qui sort le plus. Ce qui sort vraiment, c'est les cocktails sans alcool qui vont ressembler, qui vont mimiquer un cocktail, mais sans l'alcool puis sans la tête grosse comme ça le lendemain. Mais est-ce que vous en faites de ça? Ça, on en fait. Oui, excuse-moi, j'ai pas fini mon histoire. Ouais, fait que là, on a fait un petit test l'été dernier avec, encore sous la marque Alphonse. On a fait une petite production, quelques palettes qu'on a vendues dans certains points de vente. Les capitales de Québec ont été, je pense, notre meilleur client pour ça. Pourtant, du baseball, tu t'imagines, c'est du sans-alcool, c'est des gogas qui boivent de la bière, puis ça sortira pas. Finalement. Pas pantoute. On a manqué de stock avant la fin de l'été. Fait que c'est là qu'on a fait, OK, là, on a trouvé le bon format. Puis cette année, on va revenir avec quelque chose sous la marque Kepler qui a la notoriété plus forte. Fait que notre test, on l'a fait sur une marque peut-être un petit peu, que même si on s'était planté, on ne s'est pas planté pantoute, mais ça faisait moins mal. Là. Puis pour vous, votre entreprise, vous voyez qu'il y a un bénéfice à mettre de l'effort dans du sans-alcool? Totalement. Ouais. Puis tu sais, une chose que j'ai appris avec le temps, c'est que je fais plus de produits que je consommerais pas moi-même. Okay. Fait que là, je regarde même ma routine parce qu'il y a eu un temps où tu fais beaucoup de tests, tu fais des produits. Bon, la pandémie n'a pas aidé comme bien des gens, mais tu sais, je buvais à tous les jours. On ne se cachera pas. Il y avait des tests à faire, puis il y a toujours une raison de boire un petit verre avec les boys. Puis... Là, c'est que ça devient que c'est ton travail, mais c'est aussi tu prends un petit verre chez vous. On teste des pâtes de la pizza à chaque jour. Ça va-tu marcher avec la pizza? Le jour où tu l'essayes tout seul dans le même, il est bon. Mais là, mettons qu'il le prend avec une pizza. On va le réessayer à soir. C'est un peu ça qui arrivait. Là. Absolument. Fait que là, c'est beaucoup trop d'occasions de boire. Puis, justement, le sans-alcool a commencé à embarquer, la bière sans alcool. J'ai commencé à découvrir des trucs comme tout le monde qui se faisait, qui étaient pas mal meilleurs que la 0.5 du temps sur laquelle on était resté un petit peu collé. Là. Fait que, tu sais, là, j'ai fait, OK, moi-même, j'en bois de plus en plus. La semaine, je ne bois plus. Je prends que du sans-alcool quand j'ai vraiment le goût d'en prendre un. Je te dis ça, mais en même temps, on a bien des festivals. Fait que cet été, j'ai un peu triché. Ouais, c'est plus tough. Là. Mercredi soir d'un festival, tu m'as vu d'ailleurs au festival. Non, j'ai pas pris que du sans-alcool ce soir-là. Mais normalement, la règle, si je suis chez moi, ça va être sans alcool. Je suis intéressée par ça. Si on parle un peu plus de toi, est-ce qu'il y a eu une fracture à un certain moment? Tu t'es dit, OK, là, c'est trop. Je pense que ça fait plus de sens que je consomme comme ça. Faut que je change ou ça a été progressif? Ou... Il n'y a pas eu d'intervention de mon entourage. Okay. Je ne pas rendu là, je vous rassure. C'était pas à ce point. Je ne buvais pas des grandes quantités à pu me rappeler ce que j'ai fait la veille. C'est juste que je buvais tout le temps. Puis c'est aussi, à un moment donné, c'est un peu. Ben oui, c'est pervers quand même. Je continuais à faire de l'exercice pareil, mais je voyais bien que mes performances n'étaient plus là. Ouais, c'est clair. C'est évident. Puis même, je fais pas ça pour faire des marathons, pas mais l'effet du temps, là, on vieillit. Oui, aussi, merci de me le rappeler, c'est super. Mais oui, tu as raison. Voilà, c'est pour tout le monde. Mais oui, il y a ça aussi. Mais je voyais que j'étais moins... C'est pas juste la performance sportive, je te dirais, c'est le niveau d'énergie à un moment donné là, que je voyais qui était moins là. Fait
c'est ça, de retrouver l'équilibre entre plaisir, qui est toujours là aujourd'hui, puis c'est ça qu'on vend, c'est du plaisir en bouteille. Mais évidemment, je vends la même chose à mes clients, c'est avec modération parce que faut garder quand même notre santé. Puis le plaisir. Puis le plaisir, c'est ça, le plaisir quand c'est le temps. Puis, si on revient à tes débuts, là, ingénieur électrique, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'alcool? Est-ce que tu as toujours aimé ça, l'alcool, ou c'était quoi l'opportunité? Ouais, ça fait un bon spoiler. Dave a toujours aimé l'alcool. Il buvait du bière dans son biberon. Ta mère, quand tu pleurais, elle mettait un peu de gin dedans. Exact, c'est Obélix pour le gin. Oui, j'ai toujours aimé en fait, c'est le côté social, on ne se le cachera pas, le côté social. Quand j'étais à l'université, sans dire que je faisais des concours de calage, c'était pas mon type du tout, mais j'étais souvent dans les bars en fin de journée pour décompresser notre journée d'études, puis je me ramassais avec des amis, puis c'est des beaux moments, c'est des moments que je me rappelle. Les ingénieurs sont reconnus pour avoir des beaux parties. Oui, quand même. Hein? Mais je sais pas si c'est beau à voir, mais c'est le fun à participer. C'est pareil, il fait fort, ouais. J'ai entendu ça une couple de fois. Oui, effectivement, il y avait des bons parties. Fait que, c'était là, oui. Est-ce que je pensais que ça allait devenir mon travail plus tard? Il y avait comme un running gag dans le temps où j'étais à l'université, justement, où il disait qu'un ingénieur sur deux se partait soit un shack à patates frites ou une microbrasserie. Puis moi, j'étais comme, jamais je vais faire ça de ma vie, tu sais. Finalement, j'étais pas trop loin à côté. Ça a juste pris pas mal de temps avant que je me rende là. Mais même à là, entrepreneur, parce que tu as fait ton bac en génie, puis après ça, tu as travaillé plusieurs années dans du corporatif, dans des firmes? Après mon bac, j'ai été dans un centre de recherche sur l'hydrogène. C'était vraiment pété, c'était le fun, mais on attendait les subventions. Puis là, j'ai vécu un peu la grosse machine de recherche. Là. Fait que, mais c'était vraiment cool. Il y a des technologies qu'on travaillait dessus à ce moment-là qui sont dans les voitures à cellules d'hydrogène en ce moment. Fait que c'est vraiment un bout de recherche. L'innovation a toujours été dans moi. J'étais un peu geek, ces bars, on se le cachera pas. Fait que, ce côté-là était satisfait à ce moment-là. Mais mon côté, je te dirais, plus communication, tout ça. J'avais fait beaucoup de radio dans le temps, même à l'université un petit peu, mais plus dans le temps du secondaire. Comme par passe-temps, genre? Oui, c'est ça. Puis, possiblement que dans une autre vie, dans un monde parallèle, j'ai rentré dans le monde des médias, mais là, faut croire que ma mère, elle voyait l'ingénieur en moi, elle m'a poussé là-dessus. Puis honnêtement, je regrette rien. Mais tu sais, en finissant mon bac, justement, quand j'étais dans mon centre de recherche, là, je savais que je ne ferais pas ça pour toute ma vie. Là. Ça ne correspondait pas à tous tes intérêts? Tu ne pouvais pas... Non, je ne rencontrais pas tout. J'avais pas le petit checkmark à côté de tout ce que j'avais besoin pour être vraiment comme épanoui. Non, exact. Fait que ça a pris du temps, mais tu sais, j'ai retrouvé des vieux papiers quand je faisais des demandes de bourse pour ma maîtrise. Puis je marquais, moi, je vais avoir mon entreprise. Encore une fois, un peu naïvement. Ça disait pas en quoi. J'essayais de lire, déchiffrer. C'était comme du charabia. J'ai eu la bourse, mais tu sais, j'avais pas l'idée encore. Je la cherchais. Là. Ça a pris du temps quand même. Et qu'est-ce qui a été le déclic? Les enfants, honnêtement, c'est fou. Hein? Les enfants sont arrivés, puis là, on dirait que j'ai eu un OK, là, Dave, ça fait comme 15 ans que tu dis que tu vas te partir en affaires. Tu as écœuré ta blonde avec ça. Tu as eu des projets de café jusqu'à des entreprises, des apps que tu voulais lancer. Je suis quand même très versatile. Fait que j'ai pensé à tout, c'est ça. Il n'y avait rien. Puis je suis un gars qui est très curieux dans la vie. Fait que j'ai quand même des connaissances dans plusieurs domaines. Fait que j'avais tout essayé, là, tout passé. Je faisais le plan d'affaires. Là, j'arrivais à la dernière page. Je faisais, OK, je pense que ça ne pognera pas tant que ça. Ou je trouvais une affaire qui existait. C'est ça. Je m'écœurais avant d'arriver à la fin. Fait que là, les enfants sont arrivés. Puis j'ai fait, écoute, Dave, là, si tu le fais pas là, sérieux, je sais pas quand est-ce que tu vas le faire. Tu vas être rendu à 50, puis tu vas dire, finalement, je suis bien dans mon confort, j'ai mon fonds de pension. Puis je me suis senti devenir ce gars-là tranquillement. Ouais. T'avais-tu comme un sentiment que il fallait que tu le fasses pour toi, pour justement, comme une promesse que tu t'es faite à toi-même, puis accomplir cette promesse-là? Ouais, une promesse à mon plus jeune moi. Genre, ça devient un petit truc de psychologie, ton affaire, j'aime ça. Oui, c'était un peu comme répondre, satisfaire le petit gars en moi, peut-être. Oui, t'as raison. Puis il y a aussi l'engouement. Tu sais, pour une fois, là, j'avais fait le plan d'affaires, puis je n'étais même pas rendu à la fin, puis j'étais comme fuck off, même si la conclusion est que je vais me tirer dans le pied. Ça marche pas. M'a trouvé une façon, puis m'a y aller. Tu sais, il faut que tu aies une cause, je pense, quand tu te lances en affaires, que tu te dis, même quand ça va mal aller,
moi, je vais quand même fighter, puis je vais trouver une solution. Puis là, c'était la première fois que je me disais, ça, je me voyais pas me lever tous les matins à 6 heures pour aller faire le petit café, même si c'est mes clients préférés. Mais ça, de me battre dans une foire alimentaire pour dire que mon produit est meilleur que les autres, je me voyais dans 5 ans, 10 ans encore faire ça. Finalement, je le fais plus tant, mais tu sais, je l'ai fait beaucoup. Ça évolue toujours, un rêve de toute façon. Mais je trouve ça vraiment beau parce que j'avais un professeur d'entrepreneuriat à l'université qui avait dit que pour avoir un succès, ça prend la bonne personne au bon moment avec la bonne idée. Je trouve ça vraiment hot parce que tu as eu plein d'idées. Puis peut-être que t'étais pas la bonne. Peut-être que l'idée était bonne, mais peut-être que t'étais pas la bonne personne à ce moment-là ou que comme le temps était juste pas bon. Mais à un moment donné, il y a eu un alignement de tout, puis ça a finalement fonctionné. T'sais. Exact, ça a pris du temps. Puis moi, j'avais vu un TED Talk qui disait à peu près la même affaire, puis que le timing était comme l'affaire numéro 1 quand il analyse. Je pense que le professeur d'université avait analysé comme 300 compagnies qui avaient fait faillite ou qui avaient vraiment prospéré, puis il avait essayé de trouver le facteur qui fait que ça marche. Puis le numéro 1, finalement, entre toutes les entreprises qui ont fonctionné, c'était le timing. C'est la bonne idée au bon moment. Puis là, cette fois-là, ça me revenait tout le temps. Je me disais, ouais, c'est le bon moment. Finalement, je savais pas qu'il y en avait 18 en même temps qu'il y avait eu la même idée. Mais c'est le bon moment. Les parts de marché étaient là, ils étaient accessibles. On n'avait pas besoin d'un si gros budget. Il y en avait un, évidemment. J'ai mis toutes mes économies là-dedans, mais c'était accessible quand même. Là. Est-ce que tu as des modèles entrepreneuriales dans ta vie pour avoir ce désir-là? Ça devient d'où? Mon grand-père. Mon grand-père est entrepreneur. Ma mère a vécu du côté de ma mère. Fait que ma mère a vécu l'entrepreneuriat depuis qu'elle est toute jeune. Fait que j'ai vécu là-dedans, là, fini mon école, puis tu sais, m'en aller au bureau de ma mère, puis la regarder travailler, puis gérer les employés, puis tout ça. C'est une compagnie de transport, en fait, qui a fini par faire du déménagement, là. Fait que j'ai tout vécu, mais de loin quand même. Tu sais, j'étais assez jeune. Là. Il y a une bonne différence. Ça coulait dans tes veines d'une certaine manière. Oui, oui, j'ai toujours mon grand-père. Dis-moi les qualités qui font en sorte qu'on devient entrepreneur un jour. Je pense qu'il y a un petit peu d'héréditaire là-dedans aussi, là, effectivement. Je pense que tu as ça en toi où tu ne l'as pas à la base. Après ça, il faut que tu le développes. Là, mais je pense que c'est là. Mais comme je disais, ma mère est grosse différence d'âge avec son père, le 8 tard, là, je pense 45, si je ne me trompe pas. Fait que, tu sais, mon grand-père, je l'ai connu, mais je veux dire, il est décédé puis il est décédé vieux, mais il est décédé quand j'avais 14 ans, 13-14 ans. Fait que, mais ça a été suffisant, genre, pour avoir ce petit côté-là de, OK, c'est un style de vie qui se peut, ça, là. Tu sais, tu peux en vivre, tu peux être bien là-dedans. Fait que je savais que c'était une possibilité. C'est ça. Fait que juste ça, je pense. C'est ça que j'essaie d'inculquer à mes gars sans leur pousser dans la gorge. Ils ont quel âge, les enfants? 12 ans le plus vieux, 9 ans le plus jeune. Fait que pas assez pour commencer à travailler dans la compagnie. Là. C'est ça. Mais quand même assez pour voir. Puis là, ils se font des petites recettes de sans-alcool à la maison. Tu sais, ils essaient de jouer au mixologue un peu. Fait que c'est bien cute par les temps qui passent. Mais là, tu disais, fait que c'est quand tu as eu tes enfants, tu t'es dit, OK, c'est le bon moment, sinon je le ferai jamais. Mais là, comment tu coordonnes les jeunes, la famille, la nouvelle business? Parce qu'on sait qu'au début, ça tire vraiment beaucoup de jus. Ça n'a pas été facile. Là. Je te dirais, il y a eu un moment, au début, ça va bien, c'est juste, la convention d'actionnaires, trouver le chimiste, tout ça, ce que j'ai parlé tantôt, ça s'est fait quand même rondement. Mais après arrive le temps de, OK, on rencontre les institutions financières, puis je m'attendais peut-être à un petit peu plus de participation. Tout le volet financier était vraiment sur mes épaules. Mes collègues n'avaient pas vraiment le temps pour ça. Évidemment, le chimiste s'occupait à faire les recettes, c'est correct. Kevin était dans un rachat de compagnie familiale, finalement. C'est arrivé à peu près en même temps, ce qui n'était pas planifié. Fait que là, le temps était pas mal juste de mon bord. Fait que là, ça a été compliqué. Toi, tu travaillais encore avant? Ben oui. J'étais dans une entreprise comme directeur technologique, là, dans une entreprise qui avait plusieurs sites, plusieurs usines. Fait que je me promenais pas mal. Important quand même. Puis time consuming. Oui, à pression. Tu n'es pas payé. T'es payé à la semaine, t'es pas payé à l'heure. Fait que des fois, c'est des semaines de plus que 40 heures. Fait que de trouver le temps, là, je te dirais, mes soirées, je me rappelle très clairement des soirées où j'étais à la table dans la cuisine, ça va. Table dans la cuisine, mes enfants jouent. Je trouve le moyen de faire un petit jeu avec eux autres, d'aller chatouiller 2-3 fois, puis je reviens, puis je retape 2-3 lignes sur mon ordi. C'est même pas... J'exagère même pas, c'était vraiment de même, ça se passait avec la Chine, parce qu'on avait acheté, qu'on refera plus jamais, mais on avait acheté un équipement en Chine. Fait qu'avec la Chine, en soirée, pour essayer de leur parler, pendant que mes enfants crient en arrière, c'était
c'était le chaos total. Ouais. Complexe. Ben, puis ça me surprend que tu dises, quand j'ai eu mes enfants, je me dis, c'est le moment. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui disent, ben là, je vais avant mes enfants ou après mes enfants. Ben, tu sais, c'était plus des bébés, là. C'était plus des bébés. J'ai quand même attendu de passer le stade des couches. Puis, tu sais, j'étais hyper présent pendant cette période-là. J'en ai changé des couches, là. Je suis le père moderne, là, tu sais, puis je suis super proche de mes enfants encore aujourd'hui. Mais quand ils ont commencé à être un petit peu plus vieux, là, à ce moment-là, il y avait 4 ans environ. Là, j'ai fait, OK, là, si j'y vais pas là, je vais rentrer dans la roue. Je sais pas, c'est peut-être une peur qui était non fondée, mais c'est vraiment ça. Puis le fait d'avoir quelqu'un qui était avec moi qui disait, OK, je suis prêt à investir, que je n'étais pas à supporter les risques financiers à 100 Toute seule, ouais. C'est ça. C'était quand même rassurant un petit peu de ce côté-là. Tu réussis à avoir un équilibre, j'aime pas le terme équilibre, là, mais avoir une balance qui fait du sens pour toi sur ta vie familiale puis ta vie professionnelle actuellement, ça va quand même bien? Non, oui. Au départ, je te dirais, tu sais, puis ma conjointe du temps, on est séparés. Malheureusement, c'est le bout triste du podcast. Ma conjointe du temps avait très peur, la mère des enfants, que ça devienne justement une vie familiale, que je rentre pour souper, puis je repars après, puis c'est les seuls moments que les enfants voient papa. J'avais beau dire à ce moment-là, puis j'ai tenu ma promesse encore, je pense, on rentre dans la psychologie, là, je tiens les promesses à mon ancien moi, mais j'ai tenu ma promesse de dire, OK, c'est pas pour ça que je pars en affaires. Oui, il y a des périodes, évidemment, où tu n'as pas le choix de le faire, mais mon but, c'est justement de libérer mon horaire puis d'organiser mon horaire pour que même si mon gars, à 1h d'après-midi, il y a une game de hockey à l'école ou il y a un camp, je vais être capable d'y aller, puis je retravaillerai de soir s'il faut quand... Puis honnêtement, oui, c'est ça que je fais en ce moment, puis ça va super bien. J'ai une super équipe, là. C'est sûr, si j'étais vraiment encore tout seul, puis que j'avais pas trouvé les bons alliés, je serais prêt à faire ça, mais là, je le fais. Pour la production, tu parles d'équipe. Pour la production, est-ce qu'il y a beaucoup de tâches manuelles ou c'est pas mal tout automatisé, puis l'équipe est plus au niveau administratif? On essaie d'automatiser. Ben, ça, c'est mon côté ingénieur. On essaie d'automatiser le maximum. Fait que, tu sais, si on parle à mon comptable aujourd'hui, il va dire, Dave, il garde pas assez d'argent, il réinvestit tout en marketing puis en équipement. Mais dans ma tête, c'est comme ça, justement, qu'on va rester compétitif. Puis mon but, c'est pas de faire de l'argent à court terme, c'est vraiment d'être périn dans le temps. Fait que c'est ma stratégie. Ton côté ingénieur est un peu ton joker aussi, là, dans le sens où, justement, t'es bien placé pour automatiser, tu connais bien ça, ou en tout cas, tu comprends bien... toute cette portion-là. Ben effectivement. Puis, tu sais, je suis un ingénieur, en fait. Le côté faire les plans, tout ça, designer, optimiser, vraiment bon. T'aimes-tu ça? Oui, j'aime ça encore faire ça. Oui, ça n'a jamais parti de moi. Fait que j'aime encore ça. Fait que tu vois, là, on est en train de faire justement une phase d'investissement. Puis, tu sais, j'ai les mains dedans. Je regarde les soumissions avec mon directeur de prod. Puis, tu sais, je pense qu'il aime ça. Là. J'essaie de ne pas être trop bossy. Je suis pas vraiment. Honnêtement, au début. Attends. Au début, quand on a versé la compagnie, puis on a déjà fait des campagnes de pub, de recrutement là-dessus, le but, c'était vraiment d'être le plus flat possible comme structure. Parce que je pense que c'est encore comme ça qu'on est capable d'aller chercher un maximum de l'humain, puis d'en donner de la place à tout le monde. Bon, là, après ça, tu grossis, mais on est quand même, tu sais, on n'est pas beaucoup encore. Vous êtes combien au total, on est une dizaine, tu sais. Fait qu'on est capable, justement, parce qu'on a automatisé pas mal, puis qu'on a les bonnes personnes aux bonnes places, on est capable de produire 400 000 avec quand même peu de main-d'œuvre. J'aime ton affaire de flat parce que j'écoute beaucoup de masterclass, puis je me rappelle plus c'était qui, là, mais c'est un entrepreneur à grand succès. Puis lui aussi, il disait le flat, c'est le best parce que l'entrepreneur ou la personne à la tête de l'entreprise, c'est comme une chandelle. Puis sa lumière rayonne très fort et plus il y a d'étages en dessous, plus ça s'éteint. Ah, c'est bon. Puis là, fait que c'est ça, lui aussi, il prônait J'adore le flat. l'image. J'adore mais c'est sûr que des fois, avec la croissance, garder ce flat, tu veux pas qu'il y ait 15 personnes qui relèvent directement de toi, puis ça devient lourd. Ben, ça devient lourd, puis ça devient contre-productif parce que là, les gens attendent après toi, tu deviens le goulot. Fait que, c'est de trouver l'équilibre entre les deux pour être capable de passer la bonne information pour que les gens soient capables d'être autonomes dans leur travail, qui ne dépendent pas de toi, mais de ne pas rajouter comme 3 managers entre les deux parce que là, les gens perdent complètement le contact. Le message se dilue, la vision se dilue. La créativité est moins là pour les gens. Ben oui, c'est ça. S'il fait ça au lieu de... Non, j'essaie d'empowerer beaucoup les gens, puis je pense que ça fait un petit peu partie de notre mais c'est succès le fun, aussi. une petite équipe. Puis même si l'entreprise a une grande portée, d'avoir une plus petite équipe, ça amène ce genre de flexibilité-là, cette proximité-là.
on est des entrepreneurs. Oui, la création d'emplois, elle est importante, mais je pense que c'est pas le but premier d'une entreprise. Le but premier de l'entreprise, c'est justement de perdurer dans le temps, d'être pertinent. Fait que c'est sûr que si j'embauche des gens parce qu'on en a besoin, je suis super fier, puis c'est ma gang, puis je vais les protéger. Il reste que, pour ça... C'est pas ton but d'avoir la masse salariale la plus grande. Ben non, c'est pas dans mes objectifs. Là, quand on fait notre board au début de l'année, c'est pas comme je veux augmenter ma masse salariale de 25 c'est ça. Fait que c'est de trouver l'équilibre là-dedans, puis de trouver les gens, justement, qui sont capables de comprendre ça aussi, parce que comme entrepreneur, on s'en parle, puis on comprend tout ça, on sait c'est quoi des frais fixes, puis on sait que si on augmente, on va tuer un petit peu notre pouvoir de continuer à croître d'innover, de réinvestir. Et voilà, c'est tellement clé, mais c'est pas tout le monde qui a été peut-être qui ont vu ça dans leur cours ou dans leur vie ou dans leur famille. Fait que, faut l'expliquer ça aussi. Dave, c'est super intéressant. Pour terminer, Élise et moi, on a des questions en rafale, donc des courtes questions sans développement, oui, non ou très court. Parfait. Je vais essayer. J'ai de la misère avec ça, mais je vais essayer. Ouais. Juste oui, non. On est excités par nos petites questions. Là. Je trouve qu'elles sont particulièrement bonnes. Est-ce que le branding est plus important que le produit? Oui. Oui? Hey, là, tu m'as dit pas développer. Là. Un bon produit dans une mauvaise bouteille ne se vendra justement pas puis il va mourir. Un produit ordinaire dans une belle bouteille va quand même avoir il va peut-être finir par mourir, mais il va y avoir une plus longue période de vie. C'est con, hein? Mais c'est ça. Selon toi, est-ce que la grande rentabilité passe par un bon système de distribution ou un produit parfait? Caroline, on dirait que je vois tout au contraire de ce que les gens vont penser, mais je vais dire un système de distribution parce que tu auras beau avoir le meilleur produit au monde, si tu n'es pas capable d'avoir accès au marché, tu vas être seul à le boire dans ton sous-sol. Le gars de Vitamin Water qui a vendu à Coca-Cola, il avait la même réponse que toi. OK, je sais pas si c'est good. Vrai ou faux, le sans-alcool est l'avenir des distilleries? Je me ferai pas d'amis si tu dis ça. L'avenir, c'est fort quand même comme mot, l'avenir. Je dirais faux, là. Faut pas non plus que ça soit juste sans alcool. Pas tuer le plaisir, là. Non, quand même pas à 100%. Est-ce qu'un jour, ça va devenir 50-50? Moi, j'y crois. Surtout surtout si les boissons sans alcool continuent à évoluer vers des trucs, j'en vois, là, je commence à en voir, je veux pas spoiler sur quoi qu'on peut travailler, mais avec des propriétés particulières. Il y en a qui utilisent, mettons, des champignons. C'est pas des champignons hallucinogènes. Là, non, mais peut-être qu'ils stimulent la productivité. Exactement, la concentration, ce genre de trucs-là. Fait que, je pense que ça va arriver, ça, dans le sans-alcool. Je pense que je vais être une consommatrice. Qu'est-ce qui vaut plus? Avoir un bon placement en festival ou un bon placement à la SAQ? Il y a tellement de questions, j'ai le goût de dire les deux, mais la SEQ, parce que même si en festival, tu as un hit, tu vas peut-être, je sais pas moi, aller chercher un 500, 1000 caisses, mais les gens veulent retrouver le produit après. S'il n'est pas disponible, tu n'auras pas un fallback qui va être assez pertinent pour être en mesure d'aller chercher ton plein d'investissement. Oui, parce que clairement, quand tu vas en festival, oui, c'est pour la consommation sur place, mais tu veux aussi avoir un rendement sur... C'est pourquoi on a changé un petit peu notre fusil d'épaule en cours de route. On a testé plein d'affaires. À un moment donné, je faisais même des campagnes télé. Puis je dis pas que c'est pas bon. Là. Honnêtement, pour la notoriété, c'est super bon. Si tu as les bons partenaires. Mais en festival, pour nous, l'avantage, c'est que les gens ont une canette dans les mains. Là. On est capable de mettre la canette dans les mains. Fait que c'est sûr, si tu apprécies le produit, ben, tu as des ventes supplémentaires qui vont suivre. Là. Fait que, quand tu es capable d'avoir les bons partenaires dans les festivals, je pense que c'est clé là, pour nous, en tout cas dans notre stratégie. Tu préfères créer un produit que tu aimes ou un produit qui vend? Mais là, tout à l'heure, je me suis un peu mis dans une boîte. J'ai dit, je fais juste des produits que j'aime maintenant. Fait qu'un produit que j'aime, Mais. J'imagine que tu représentes bien le goût des gens sur le marché. Là, c'est là que mon comptable vient de me lâcher live. Oui, hein? Lâche le cœur. Ouais. Les deux, ils sont tough vos questions. Les deux. C'est un produit que j'aime, mais que je pense va plaire à la majorité. C'est ça qu'on target, là, vraiment. Là. Le cocktail ou l'alcool le plus surfait actuellement sur le marché, selon toi? Ben là, je me ferai pas d'amis, mais on s'entend qu'une vodka, c'est un alcool qui, par définition, est un alcool qui goûte à rien.
OK? Fait que là, après ça... Pourquoi tu dis par définition, ça goûte rien? Si je regarde Wikipédia au bas de l'écran, mais dans le fond, c'est un alcool qu'on purifie tellement, la vodka, qu'il faut enlever tout... Si on veut vraiment gagner des concours, mettons, avec une vodka... Ça goûte juste l'alcool. Il faut que ça goûte un petit goût d'alcool puis l'eau. L'eau distillée. Il n'y a rien d'autre là-dedans. Ça goûte le désinfectant. Genre ouais. Ça goûte l'alcool. Le désinfectant, c'est de l'alcool. Fait que faire une bonne vodka, c'est pas facile parce que tu peux pas camoufler les défauts, mais reste que moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a certains brands, je pense, qui sont très populaires. C'est un peu surfait parce que, dans le fond, si je t'en mets à l'aveugle, t'es vraiment bonne d'être capable de trouver quel qui est quel. C'est ça. Ça prend vraiment un palais qui... À moins qu'elle ait aromatisée, mais je veux dire de la vodka neutre. Dernière question pour toi. Oui. Quel est le plus gros défi? Innover ou rester rentable? Ça dépend de tes forces. Innover, je pense que c'est plus difficile de bien le faire. Okay? On peut innover, mais d'arriver à quelque chose de vraiment champ gauche que personne n'a vu venir et d'en faire un succès, c'est quand même, je pense, plus complexe que rester rentable. Dépendamment comment tu es organisé au niveau de ta structure de coût, mais rester rentable, à la limite, c'est pas quelque chose qu'on veut faire, mais il y a toujours des coupures qu'on peut faire ici et là. On a toujours une porte de sortie. Flexibilité peut-être. Plus de flexibilité. Innover, là, si le génie créatif prend congé pendant 1 an ou 2, écoute, il n'y a pas grand-chose. Oui, tu peux toujours aller t'entourer d'autres gens, là, mais c'est plus un défi. C'est ça de... Je ne dirais pas que c'est quelque chose qui me réveille la nuit, mais j'essaie toujours de... Puis c'est pour ça qu'on fait bien des conférences, d'essayer d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour justement essayer de... C'est ça. Parce que c'est important d'avoir encore des idées dans 2, 3, dans 10 ans. Clairement. Tu parlais des grandes marques tantôt, là, puis comme je disais, je ne bois pas tellement, là, mais j'ai l'impression que les grandes marques, ils ont, mettons, je sais pas, le rhum, ça c'est leur rhum, puis cette marque-là, c'est ce rhum-là, puis c'est ça, qui ont pas beaucoup de sous-produits ou bref, qui ont un produit qui est tellement fort que l'innovation dans leur compagnie est beaucoup moins présente. Est-ce que je me trompe? Ou? Je pense que c'était le cas il y a quelques années, mais je pense aussi qu'ils sont en train de s'ajuster. Je pense qu'on le voit de plus en plus, ça. Justement, des grandes marques qui avaient des produits là, à succès, des produits clés, étoiles, puis là, de plus en plus, ils font plus d'autres produits. J'ai l'impression que ça devient de plus en plus une tendance. Je ne veux pas nommer de nom, là, mais les grandes marques, justement, de vodka ou de rhum, vont essayer de faire des choses un petit peu plus champ gauche maintenant que ce que je voyais, mettons, il y a 5 ans quand on a commencé. Puis ils vont investir beaucoup plus. Pendant la pandémie, je te dirais qu'il y a certaines marques internationales, leurs ventes ont chuté d'un point de vue mondial pour 2 raisons. Là. Je pense que les gens, au retour de la pandémie, avaient un petit peu moins d'argent, comme tout le monde, mais il y a aussi le fait, on a parlé du sans-alcool, mais la tendance, elle est très forte en ce moment. Là. Fait que si tu veux garder tes parts de marché, je pense en ce moment, dans le marché qu'on est là, qui bouge très vite, tu n'as pas le choix d'y aller par innovation, même pour les grandes marques. Puis le sans-alcool, évidemment, je pense que si tu veux rattraper certaines personnes, il faut que tu y ailles aussi. Puis tu vois, j'ai une vraie dernière question qu'on n'a pas abordée puis qui me travaillait vraiment beaucoup. Est-ce que tu penses que les gens ou les jeunes boivent moins d'alcool que les générations précédentes? Ça dépend du festival que je vais. C'est tellement... OK, ça dépend du crowd. Ça dépend du crowd. Oui, mais en général, tu sais... Parce que la croyance populaire, c'est les jeunes, ils ne boivent plus. Puis, ils boivent moins. Oui, parce que, tu sais, on voit moins de monde dans les bars, mettons. C'est vrai, mais je pense qu'ils boivent différemment. Fait que, c'est vrai qu'ils boivent moins. Là, okay? Il y a peut-être quand on regarde, là, nous autres, nos ventes, on fait encore du plus 20, plus 30 sur nos produits qui étaient là avant. Ça va bien. Mais si je regarde la tendance, la tarte des ventes de la SEQ, puis on voit les rapports dernièrement, il y a un ralentissement en ce moment, on ne se le cachera pas, qui est dû, encore une fois, à ce que je viens de dire, mais je pense au fait que les gens ont peut-être un petit peu moins d'argent dans leur poche, mais aussi, je pense, la Gen Z qui boit moins. Mais il y a quand même une partie de la Gen Z qui boit peut-être encore plus que ce que je buvais. Tu vas dans des... On a des festivals un petit peu plus trash. Là. Excusez, je ne veux pas insulter personne. mais on comprend le concept. Des gens qui vont consommer plus d'alcool. Puis oui, c'est ça, ça sort à côté. Puis c'est ça. C'est pas ce qu'on encourage, mais on le voit quand même qu'il existe encore ces gars-là que vous pensez dans le temps de votre université qui se tapaient solide puis on les perdait pendant 2 jours. Ils existent encore. Fait ils sont peut-être moins nombreux, je sais pas. Mais non, je pense pas que c'est un changement à ce point important. Mais quand il y a un changement, on dirait que ça fait paniquer les gens un petit peu. Puis oui, effectivement, il y en a un. Ça va s'ajuster après, je pense.
Vraiment, merci beaucoup. C'est très intéressant. Ben, merci de l'accueil, puis des questions, puis du petit côté psychologique. Là. Genre, je vais aller me chercher une psychologue pour finir ça. Là, c'est ça. Pour la psychanalyse, voilà. Merci, Dave. Merci encore. C'est un podcast vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'on dit ça à la fin de chaque podcast, mais on a vraiment la chance de recevoir des entrepreneurs de différents horizons qui sont super intéressants. Quelque chose qui m'a beaucoup impressionné par rapport à Dave, c'est comment le premier produit qu'ils ont lancé, qui était vraiment celui qu'ils avaient en tête, n'a pas très bien fonctionné. Puis quelques mois, voire années plus tard, ils ont lancé un produit qui a super bon fonctionné, puis ça leur a pavé la voie là, pour le succès qu'ils ont aujourd'hui. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant dans son histoire, c'est la manière dont il a respecté ses promesses qu'il s'est fait à lui-même dans le lancement de son entreprise, dans sa présence dans sa famille. Ouais. En tout cas, ça m'inspire vraiment beaucoup. Si, comme nous, vous avez aimé la discussion, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes les plateformes pour toujours plus de contenu sur les entrepreneurs québécois.